Peut-être Jean-Philippe, en attendant que les micros circulent, un petit tour d'horizon de cette table ronde où nous avons un parterre représentatif de l'ensemble de la filière. Nous avons la chance effectivement d'avoir des représentants du ministère, Madame Heidenmann de la DGAL, les représentants des professionnels, Antoine Hubert de l'IPIF qui nous présentera aussi l'IPIF, des représentants de BPI, donc Christian Briand de BPI, et puis des représentants globalement de la filière, Madame Dereux, et puis du monde scientifique et académique avec Frédéric Marion-Paul. Et je finis en me présentant, je suis ravie d'être parmi vous pour clôturer cette journée. Je m'appelle Maëlène Poitrenaud et je travaille au niveau du groupe Veolia pour la filiale CED, le lien avec l'agriculture. Donc on va commencer effectivement par une vision des principaux acteurs en quelques mots avant d'entamer les débats avec vous sur les différentes questions qui pourraient rester à l'issue de ces 2 jours. Il faut un pointeur. Oups. Vous voulez que je vous passe les slides, madame? Ouais, c'est moi qui les passe. Donc, bonjour à tous. D'abord, je souhaiterais remercier la bibliothèque qui m'a invité pour présenter la position de l'administration et les obligations réglementaires liées à la production d'insectes et à la production de produits dérivés d'insectes. Je souhaitais faire une présentation qui va être brève, comme on m'a demandé, pour balayer, disons, les aspects généraux actuellement de la réglementation, de manière à les rappeler. Et cette présentation est très rapide, donc il y a évidemment des exceptions à la réglementation, il y a des cas particuliers. Ici, je souhaite aborder les points principaux. Alors, tout d'abord, les insectes sont des animaux d'élevage. Et quand... ça, c'est une considération donc générale. Il faut se... comment dirais-je et donc, quand les nouveaux... excusez-moi. Quand ces nouveaux animaux sont arrivés et qu'on a décidé de produire donc, des insectes, il a bien fallu, comment dirais-je, les classer et savoir comment est-ce qu'on allait les élever. Et il y a eu donc une évaluation faite par différents organismes comme l'EFSA et qui ont donc déterminé que les insectes aujourd'hui, la façon de les élever, si on leur applique l'ensemble des règles qui existent aujourd'hui, qui sont assez nombreuses au niveau de l'élevage, au niveau de leur alimentation, les modalités de transformation de leurs produits, on avait une maîtrise aujourd'hui des risques sanitaires. Et donc, on va leur appliquer, dire que les insectes sont des animaux d'élevage, c'est dire qu'on va leur appliquer l'ensemble des règles qui existent pour les autres animaux d'élevage. Voulez-vous mettre ici? Oui, ce serait bon, parce que c'est bon. Ce serait plus simple pour moi. Vous avez des petites flèches là pour passer et le pointeur. D'accord, merci. Donc tout d'abord, l'activité d'insectes est une activité donc agricole. Et on va appliquer à cette activité l'ensemble des règles donc, qui existent dans le paquet hygiène, c'est-à-dire cet ensemble de réglementations qui existent aujourd'hui pour la production de denrées animales et de produits d'origine animale. Tout d'abord, donc, on va leur appliquer des règles qui concernent l'alimentation animale. Vous savez qu'en alimentation animale, on a un certain nombre de règles qui sont réparties dans différentes réglementations. Tout d'abord, on a une réglementation qui va donner un certain nombre d'interdictions. On ne peut pas donner n'importe quels aliments aux insectes. Donc, contrairement à ce qu'on a pu voir dans certaines présentations précédemment, ou ce qui peut se faire sur le reste de la planète, en Europe, on ne peut pas donner de matière fécale à des insectes, on ne peut pas donner d'ordures ménagères à des insectes, de bois traités, des semences végétales, voilà. Et un certain nombre de sous-produits animaux leur sont également interdits. Également, les déchets de cuisine et de table, qui sont aujourd'hui des produits à enjeu, voilà. Puisque vous savez qu'on va devoir trier donc ces biodéchets et les valoriser, voilà. Ils ne peuvent pas être donnés en tant que tels à des insectes. En revanche, la réglementation prévoit donc que des aliments sont autorisés évidemment pour les insectes. Ce sont des matières premières d'origine végétale, des matières premières également d'origine animale quand elles sont transformées conformément à la réglementation relative aux sous-produits animaux,
et également, comment dirais-je, quand elles ne sont pas interdites, quand elles ne font pas l'objet d'interdiction, comment dirais-je, dans ce qu'on appelle les règles c'est l'ensemble des règles du field ban, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui aujourd'hui sont des règles de protection vis-à-vis de certains dangers, donc en alimentation animale. Alors, quand les insectes sont élevés et qu'ils sont ensuite donc mis à mort pour, comment dirais-je, donc les utiliser, d'abord je dois rappeler qu'il n'y a pas de règles aujourd'hui sur le bien-être animal, qui existe sur le bien-être animal. On considère que les insectes ne sont pas des animaux sensibles et donc il n'y a pas de règles spécifiques de mise à mort pour ces animaux. Quand ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, les insectes tombent sur le coup de la réglementation relative aux sous-produits animaux. Et ce sont des sous-produits animaux de catégorie 3, c'est-à-dire des sous-produits animaux qu'on considère d'un faible risque sanitaire et qui peuvent être valorisés. Aujourd'hui, 7 espèces ont été autorisées en tant qu'insectes d'élevage, donc autorisées pour la production de protéines animales transformées, qui sont destinées à l'aquaculture et à l'alimentation des animaux familiers. Alors, sous réserve d'un certain nombre de conditions, il faut que, vous savez, les établissements de fabrication de ces protéines animales, ces farines d'insectes, soient agréés préalablement à la mise sur le marché des produits, que les usines soient dédiées à la fabrication des PAT d'insectes, et que la production est faite en appliquant une méthode de transformation normalisée prévue par la réglementation, c'est-à-dire une méthode qui va permettre de démontrer que les produits qui vont être mis sur le marché, les farines d'insectes, ne sont pas source de contamination pour, comment dirais-je, les animaux qu'elles vont nourrir. Il y a également des principes de traçabilité à appliquer et des normes microbiologiques également à appliquer. Donc ça, c'est pour donc les exigences qui existent sur les insectes qui sont destinés à l'alimentation animale. Pour ce qui est de la consommation humaine, donc je ne vais pas revenir excessivement sur ce point, vous le savez, c'est un sujet qui est aujourd'hui en débat. Pour ce qui est de l'administration, la position et de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes est claire, et la position de la DGL est claire aussi. Aucune espèce aujourd'hui d'insectes ni de produits d'insectes ne sont aujourd'hui autorisés en France. Puisque normalement donc, tous ces produits d'insectes relèvent de la réglementation, comment dirais-je, des nouveaux aliments, la réglementation Novel Food, comme ça a été dit précédemment, et comment dirais-je, ces dossiers doivent faire l'objet donc d'une présentation, d'une autorisation, après une évaluation d'abord par l'État membre du lieu d'implantation de l'usine de production et ensuite par la Commission européenne. Demain, au 1er janvier, vous savez que la réglementation va changer. La procédure d'autorisation sera accélérée, mais on reste toujours sous le coup d'une autorisation européenne pour la production et la mise sur le marché de ces produits d'insectes et produits d'insectes. On espère que, comment dirais-je, des autorisations vont être déposées, des demandes d'autorisation vont être déposées, et en cas d'autorisation, il faut rappeler que les établissements qui produiront ces produits feront partie donc de ce qu'on appelle devront respecter les règlements du paquet hygiène et notamment se déclarer en tant qu'établissement producteur de denrées alimentaires. Et devront également, dans ce cadre-là, démontrer qu'ils maîtrisent les risques inhérents à leur production et notamment les risques sanitaires. Alors, le devenir des déjections des insectes, ça c'est un sujet qui est un peu compliqué et qui prête à pas mal de discussions parce qu'il est à l'intersection de plusieurs réglementations. Il y a des exigences sanitaires que le ministère de l'Agriculture
porte, mais il y a également d'autres exigences, des exigences environnementales et des exigences en matière de matières fertilisantes. Donc l'ensemble de ces réglementations est quelquefois un peu compliqué à appréhender. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, je pense, et ce qu'il faut retenir, c'est que ces déjections d'insectes, nous on considère que c'est du lisier. Au niveau réglementairement parlant, on reprendra ce terme de lisier qui existe dans la réglementation relative aux sous-produits animaux. Et c'est un lisier je dirais comme un élevage de porc produit du lisier, au sens de la réglementation, comme un élevage de bovins va produire du lisier. Voilà, on a un certain nombre on a des matières qui sont non transformées, qui sont susceptibles de véhiculer, des dangers sanitaires. Donc, il faut prendre un certain nombre de précautions pour leur valorisation et leur utilisation. Donc, conformément à notre réglementation, ils peuvent être valorisés en étant soit appliqués directement sur les sols. Donc ça veut dire qu'on a un élevage d'insectes qui peut envoyer directement sur les terres d'une exploitation agricole ce lisier, ces déjections. Voilà, ça c'est une possibilité. Ou alors, si on veut, le valoriser pour pouvoir le mettre sur le marché, c'est-à-dire, quand nous on entend mettre sur le marché, c'est-à-dire l'envoyer vers, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, des jardineries où il serait vendu sous forme de sac ou quoi, il faut qu'il soit de deux choses l'une. Soit il est envoyé vers une usine de méthanisation ou de compostage qui va donc le transformer, l'assainir, cette opération de méthanisation de compostage va assainir les matières, soit vers une usine de fabrication d'engrais agréés qui va transformer ce lisier. Transformer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on appliquera à un moment donné des paramètres, temps, température, pression. Dans le cas des usines de fabrication d'engrais, il n'y a pas d'obligation de pression, mais au moins un couple temps-température de manière à assainir ces produits. Et en aucun cas, on ne peut mettre ces produits directement sur le marché. On entend parler quelquefois que c'est du compost. Non, ce n'est pas du compost, c'est du lisier, c'est une matière qui est crue et conforme. Il ne faut pas confondre le compost, c'est quelque chose c'est un produit qui est issu d'une activité de compostage. Hein, et ça, c'est vrai aussi pour d'un point de vue de la réglementation relative aux matières fertilisantes. À cette réglementation sanitaire que je viens de vous présenter là, s'appliquent également des obligations relatives aux matières fertilisantes, à la réglementation sur les matières fertilisantes, qui, elle, nécessite soit donc le produit, vous savez, corresponde à une norme, soit fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché, par une évaluation de l'ACCESS, ou alors fasse l'objet d'un plan d'épandage. D'accord ? Un point d'attention qui est important, on parle là des déjections d'insectes, on ne parle pas des cadavres qui seraient dans ces déjections d'insectes. Il faut bien faire attention, le produit final qui est récupéré, quand on a retiré les animaux qui sont mis à mort, les insectes mis à mort, on a un mélange de déjections, de restes d'alimentation et de cadavres possible de ces insectes qui ont été élevés. Les cadavres sont des matières qu'il faut envoyer vers une usine de transformation et qui ne peuvent pas être valorisées en même temps que ceux-ci. Alors, où trouver, je vous ai fait une dernière diapositive, c'est sur les informations réglementaires et quels sont vos interlocuteurs, parce que les filières, on voit, commencent à se mettre en place, les usines commencent à se monter. Pour les porteurs de projets, vos interlocuteurs sont les directions départementales interministérielles qui sont dans vos départements, en charge de la protection des populations. Vous avez plusieurs types d'interlocuteurs en fonction de l'activité qui est faite. Si c'est une simple activité d'élevage, les renseignements sur l'alimentation qui pourra être donnée donc aux insectes est donné donc par l'inspecteur en charge du domaine de l'alimentation animale dans ces directions départementales. Si, à la suite de l'élevage, vous souhaitez mettre en place donc une usine de transformation pour faire de la production de farine d'insectes, eh bien, il faudra se tourner vers l'inspecteur, son collègue, l'inspecteur en charge des sous-produits animaux pour demander l'agrément sanitaire. Il y a également l'inspecteur en charge des installations classées pour l'environnement
Je n'ai pas abordé ce point de vue-là parce que donc, je ne peux pas porter la parole du ministère de l'Environnement, mais vous savez que certainement que la nomenclature ICPE est en train d'évoluer et qu'une rubrique spécifique va être créée pour ces insectes, pour ces élevages d'insectes, autres que les verminières qui existaient aujourd'hui. Pour les organisations représentatives, eh bien, vous pouvez vous adresser effectivement toujours au service des ministères de l'agriculture et de l'alimentation, bien sûr, de l'économie et des finances ou de l'environnement, sachant que je pense que le rôle certainement de ces organisations aujourd'hui, c'est d'essayer de porter des guides, de travailler avec les opérateurs sur la rédaction de guides de bonnes pratiques. Ce serait une grande avancée et une grande aide certainement pour la profession de mettre en place, de rédiger des guides de bonnes pratiques qui seraient ensuite, vous savez, validés dans le cadre de la validation des guides de bonnes pratiques qui existent dans le paquet hygiène, de manière à faciliter l'implantation prochaine d'élevage, d'usines de transformation ou d'usines de production de denrées alimentaires. Et pour tous, la réglementation, elle est toujours disponible sur le BO Agri, bulletin officiel de l'agriculture, et sur le site Galatée Pro, vous avez une réglementation qui est également, mise à jour régulièrement et consolidée, donc qui est plus facilement accessible. Et actuellement, nous avons la note dont je vous rappelle les références là, une instruction, une note d'information générale sur les insectes qui est en cours de révision et dont les prochaines modifications apparaîtront. Voilà. Merci beaucoup, Madame Heidemann. Cela clarifie effectivement, je pense, grandement l'ensemble des discussions que nous avons aujourd'hui, mais soulève probablement aussi quelques questions. Je vous propose qu'on fasse un petit tour qui sera plus rapide pour nos autres interlocuteurs et qu'on enchaîne après avec les questions sur l'ensemble des sujets. Antoine Hubert, pour nous dire quelques mots, la vision de la profession, et peut-être qu'on a beaucoup parlé de l'IPIF sans dire vraiment ce qu'était l'IPIF. Oui, très bien. Ah oui, merci. Bonjour à tous, donc Antoine Hubert, je représente l'IPIF, le syndicat européen des producteurs d'insectes et transformateurs d'insectes pour l'alimentation humaine et animale, IPIF, International Platform of Insects for Food and Feed. Il y a beaucoup de cela, mais je vais juste en faire 2-3 mots. Vous aurez comme ça les documents après sur le site internet d'ADBiotech. Donc l'IPIF était fondé en 2012 pour vraiment être le porte-parole de la filière au niveau européen, mais avec des acteurs aussi non européens intéressés par le marché européen, vraiment pour supporter le développement justement de bonnes pratiques dont on parlait à l'instant, soutenir le dialogue avec les autorités européennes et vraiment avoir une implémentation effective des législations Food and Feed. Donc on est 37 membres aujourd'hui, essentiellement européens, quelques non européens comme je disais, et qui regroupent la plupart des pays de l'Union européenne comme vous le voyez. Et vous voyez également que la France est maintenant le premier contingent représenté au sein de l'IPIF. Donc, très rapidement, ce que les parties présentation de la législation a déjà été faite par Madame, donc je n'y reviens pas sur tous ces détails-là, et simplement que la nouvelle procédure Novel Food notamment est effectivement plus rapide, moins chère, donc avec des protections des données aussi en termes de confidentialité des opérateurs, donc ça c'est important pour l'ensemble de nos membres. Et par contre, je voudrais faire un point plus particulier sur la période de transition, avec les produits légalement mis sur le marché avant le 1er janvier 2018, avec une période de transition qui est aujourd'hui en application dans 4 pays européens, qui sont donc la Finlande, l'Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas. Donc en termes de situation, on va dire, nationale. Donc nous, la position de l'IPIF au regard de cette situation, c'est qu'évidemment, on accueille de manière positive la volonté d'harmoniser les règles au niveau européen à l'horizon de 2020. Par contre, on est vraiment en demande d'avoir des règles pragmatiques et compatibles économiquement et bien sûr avoir des effets de guide pratiques concrets sur la façon d'implémenter en fait ces procédures de Novel Food, avec des choses qui sont censées, donc des guides pratiques sortir prochainement. Et effectivement, cette période de transition de 2 ans qui est assez importante pour garantir aux opérateurs de ne pas avoir d'arrêt de production alors qu'ils sont en train de préparer ces dossiers de Novel Food d'ici 2020. Donc, c'est vraiment avec les derniers éléments qu'on a eu cet été, donc on est ravis de voir la flexibilité qui est offerte aux opérateurs. Par contre, effectivement, les dernières informations faisaient état que la période de transition prévue serait peut-être au 1er janvier 2019.
donc encore plus courte. Cependant, il y a quelques jours, on a eu comme information que potentiellement ça pouvait être finalement maintenu à 1er janvier 2020. On n'a pas encore de réponse claire là-dessus. Effectivement, on demande une réponse claire de la Commission et de l'ensemble des États membres et d'une décision d'harmonisation et qui ne soit pas limitée qu'à seuls 4 pays, qu'il y ait une décision concrète sur l'ensemble du territoire européen pour ne pas avoir de défaut de compétitivité, de concurrence. Donc, on a au sein de l'IPIF une task force dédiée vraiment à ces aspects novel food, qui est présidée par Heidi Debruyne, la présidente de Protifarm. Donc, vous avez vu parler de l'entreprise plus tôt, où Bastien et de Jimmy et Cédric de Micronutris en font partie également. Donc voilà, notre objectif, c'est de travailler que les méthodes soient simples, rapides, et avec un poids administratif qui soit le plus acceptable pour les entreprises, notamment de petite taille, comme celles qui forment l'essentiel aujourd'hui de l'IPIF. Assurer vraiment une transition assez smooth entre l'ancienne et la nouvelle réglementation qui prend effet à partir du 1er janvier 2018, et avec donc, ces méthodes de transition. Enfin, c'est cette phase de transition en vertu des articles ici indiqués sur le document. Donc, un de nos travaux également, l'IPIF, c'est éventuellement de faciliter le dépôt d'applications conjointes, c'est-à-dire plusieurs opérateurs qui voudraient s'associer pour développer et poser, pour économiser effectivement les coûts de dépôt, des coûts de constitution des dossiers, avec l'IPIF ayant un rôle de conseil vraiment et de guide dans ces dépôts-là, et aussi aider à constituer des pièces d'évidence, justement, notamment au niveau des études toxicologiques qui seraient demandées par l'ESA, et justement travailler avec l'ESA sur précisément les pièces vraiment nécessaires à l'acceptation d'un dossier novel food, et ça a l'air facile à dire, entre guillemets, mais c'est pas du tout trivial aujourd'hui, la précision de ces données-là. Sur la partie alimentation animale, pareil, tous les aspects réglementaires ont déjà été décrits avant sur ce qui était autorisé pour l'aquaculture, le nombre d'espèces, les bâtiments dédiés, etc. Et les substrats autorisés pour l'alimentation. Notre position au niveau de la filière européenne, donc aujourd'hui, c'est de s'assurer vraiment qu'il y a une mise en place, une full implémentation de cette autorisation pour l'aquaculture, qui est vraiment une énorme avancée pour la filière. Aujourd'hui, ça passe par la communication. Donc le premier sujet notamment, ça va être la réalisation d'une conférence le 21 novembre à Bruxelles. Vous êtes tous cordialement invités. Vous pouvez aller voir sur le site de l'IPIF pour vous enregistrer. Par contre, il y a un nombre de places limitées, on est presque plein. Donc si vous voulez vous inscrire, c'est maintenant. Voilà, il ne reste plus qu'une dizaine de places disponibles. Mais c'est notamment ouvert par le commissaire européen de la DG Santé qui fait le keynote d'introduction. Donc beaucoup de personnes intéressantes à rencontrer, je pense, à l'occasion de ce séminaire. L'autre sujet en termes de communication, ça répond à une de vos questions, madame, c'est le guide de bonne pratique. Effectivement, nous y travaillons. Nous sommes en processus assez avancé aujourd'hui. D'ailleurs, il y a même une réunion demain à Bruxelles sur le sujet. Un guide sortira l'année prochaine, voilà, donc sur des guides de bonnes pratiques d'hygiène pour les applications pour l'alimentation humaine et animale, avec des standards minimums présentés, vraiment aussi pour une vocation pédagogique aussi, pour aider des nouveaux opérateurs à s'emparer de la réglementation avec des exemples concrets et des mesures pour couvrir tout ce qui est des mesures de safety, food and feed, mais aussi quelques éléments sur les risques environnementaux, notamment de confinement des insectes. Les derniers éléments, je reviens dessus, sur lesquels on travaille et on souhaite avancer dans les prochains mois et les prochaines années, c'est bien entendu voir comment avancer vers l'ouverture de nouveaux marchés, notamment des ruminants, les volailles et les porcs, l'utilisation de ces protéines animales transformées, d'insectes. Donc on est évidemment, on attend avec impatience les avancées, notamment en termes de méthodes de détection pour différencier les protéines animales non insectes et celles insectes, et la façon de pouvoir utiliser ces résultats pratiques dans une réglementation positive. Enfin, c'est l'évolution en termes de matières premières pour nourrir nos insectes, et avec la possibilité d'utiliser à l'avenir ce qu'on appelle des anciennes denrées alimentaires qui pourraient venir de restaurants, de catering, etc. Et ce qu'on souhaite, c'est que l'EFSA s'empare effectivement de ce sujet-là et réalise une évaluation sanitaire complète pour pouvoir définir si risque ou pas il y a, et de pouvoir éventuellement envisager derrière une évolution de la réglementation. Voilà pour présenter rapidement ce qu'est l'IPIF et nos positions actuelles. Merci. Merci Antoine. On va enchaîner avec la vision de BPI France, donc Christian Briand.
Que pouvons-nous dire aujourd'hui sur les projets, les futurs projets? Quels conseils avez-vous à nous donner? Et on pourra échanger avec l'ensemble des participants. Alors, on remercie particulièrement Christian qui remplace au pied levé Ariane qui devait être là aujourd'hui mais qui a été retenue sur d'autres dossiers. Oui, ce que vous le savez, actuellement, il y a les états généraux de l'alimentation et le président de la République a invité les membres des groupes de travail à Rungis cet après-midi pour des annonces. Donc ça concernera aussi éventuellement les insectes. Donc je vais vous présenter rapidement BPI France et après, à l'occasion des questions, on pourra revenir sur les accompagnements qu'on peut avoir auprès des projets, entreprises et de filières. BPI France, c'est la banque publique d'investissement. Notre rôle, c'est d'accompagner l'entreprise de sa création à sa croissance, son développement, son internationalisation et sa transmission. Avec plusieurs métiers, l'accompagnement par l'innovation, la garantie des prêts, les prêts et l'accompagnement financier des projets, les entrées en fonds propres, soit directement par des fonds que gère BPI France, soit dans des fonds sur lesquels nous sommes actionnaires, et aussi l'internationalisation avec l'accompagnement à la création de filiales et les assurances export, puisque nous avons intégré une partie de la COFAS en début 2017. La partie plus innovation que je représente, parce que je fais partie de la direction d'expertise au niveau du siège, peut accompagner les projets monopartenaires, sachant que le point d'entrée principal d'un projet, c'est la direction régionale, puisque BPI France est présent sur tout le territoire, avec une quarantaine d'implantations, direction régionale et direction territoriale, de façon à être à proximité des acteurs de terrain et en synergie avec différents acteurs du réseau, les représentants des administrations déconcentrées, mais aussi les pôles de compétitivité, les académiques. Nous travaillons aussi beaucoup avec les instituts Carnot, dont l'INRA et l'Université sont membres. Et dans chaque direction régionale, vous trouverez des acteurs des différents métiers de BPI. Ce qui fait qu'à proximité géographique, vous trouverez un représentant pour l'innovation, pour le financement, pour les fonds propres, qui vous aiguillera vers les fonds soit régionaux, soit les actions plus nationales. Au niveau de la région, nous avons pour les projets monopartenaires l'aide à l'innovation, qui est une aide qui est assez ancienne, puisqu'elle avait été initiée par l'ANVAR, et qui permet d'accompagner des projets dans les phases de faisabilité et dans les phases de développement, avec des parties plus orientées vers la subvention sur les phases exploratoires et des parties portées par de l'avance récupérable sur les parties de développement de projet, avec éventuellement des compléments, puisque dans la partie prêt, on a aussi certains prêts, type les prêts robotiques ou prêts verts, qui accompagnent des projets d'innovation. Au niveau national, nous sommes opérateurs pour le compte de différents ministères et de l'État dans le FUI, donc qui est assez connu et qui est un outil porté par les pôles de compétitivité et pour lequel l'État intervient en synergie avec les collectivités territoriales, notamment les conseils régionaux, pour financer des projets de recherche collaborative où on va aller de niveau de TRL un peu amont vers des TRL plus bas, on va de 2 jusqu'à 6 a priori, et qui permettent d'accompagner des projets où le poids des académiques est assez important pour porter des phases de recherche-développement, de mise au point et de conception et de preuve de concept sur des produits, procédés et systèmes. Donc actuellement, il y a un appel à projet qui est en cours et le prochain sera en décembre 2017 pour des relevés de copies en début d'année 2018. Donc on incite éventuellement des porteurs de projets qui auraient des projets collaboratifs à s'y inscrire. Au niveau national, nous avons des projets collaboratifs qui sont sur les investissements d'avenir, donc les fonds du grand emprunt, qui pour l'instant nous sommes en fin de PIA 2 et nous allons bientôt attaquer les investissements d'avenir du PIA 3 avec un produit qui continue et qui est pérennisé, c'est les projets structurants pour la compétitivité qui permettent de financer des projets collaboratifs d'ampleur avec des assiettes relativement importantes puisque c'est plus de 5 millions de programmes partagés par plusieurs acteurs et qui permettent de porter des projets à l'identique un peu du flux de TRL2, mais on va jusqu'à la pré-industrialisation, pré-commercialisation des projets. Et il y aura normalement en fin d'année le lancement de concours où là, BPI sera opérateur en synergie avec l'ADEME, puisqu'il y aura un partenariat, sur des thématiques qui seront proches de ce qu'avaient connu les porteurs dans le cadre du concours mondial d'innovation, avec appel à projets pour faire émerger des projets monopartenaires ou collaboratifs sur des thématiques qui seront identifiées dans cet appel à projet et avec une récurrence des appels à projets, puisqu'il y en a régulièrement, 2 fois par an, sur 8 sujets différents qui seront lancés de façon à accompagner les projets dans des phases de développement. Donc, sur la partie insectes, là je n'ai pas de slide parce que je vais présenter plus directement le projet, on a plusieurs types d'interventions
On a un exemple, mon voisin de gauche, qui a été bien accompagné par les différents outils, parce qu'il a fait le chemin critique des différents accompagnements, mais on a des projets qui ont été accompagnés au niveau régional par des aides à l'innovation, et ensuite qui se lancent dans les phases d'industrialisation et de commercialisation des produits, avec par contre le bémol qu'on doit tenir compte dans la démarche de plusieurs paramètres. L'environnement réglementaire, là on est quand même... on attribue des aides de l'État et on ne peut pas non plus pousser des projets qui seraient hors du champ d'innovation et qui seraient hors du champ des réglementations existantes, ce qui peut être un problème pour certains projets innovants qui sont assez amont par rapport à la réglementation et qui doivent anticiper les écueils que ça peut poser ou les modifications de l'encadrement qu'il pourrait y avoir au niveau réglementaire dans le lancement des produits sur le marché. Sinon, il y a d'autres points importants, c'est l'accès à la ressource. Alors, les insectes valorisés des coproduits agricoles et agroalimentaires, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a d'autres filières qui aussi cherchent ces produits. Donc, c'est un point important dans les projets, de bien évaluer la possibilité de s'approvisionner en amont dans des circuits plus ou moins courts, parce qu'il n'est pas utile de transporter beaucoup d'eau sur des distances importantes, puisqu'on peut la valoriser à proximité et surtout valoriser la matière utile. Et de l'autre côté, c'est aussi bien prendre en compte les débouchés industriels et commerciaux que peuvent avoir les produits issus des insectes qui seront développés dans le cadre des programmes. Donc ces deux parties qui sont évaluées dans les projets, voir si on a un accès suffisant à une ressource qui sera pérenne et à des prix accessibles, parce qu'un déchet qui devient intéressant pour plusieurs filières va avoir un coût qui va monter. Et en aval, c'est l'intérêt que peuvent avoir des filières pour valoriser les coproduits ou les produits issus de l'insecte dans des filières à alimentation animale, voire humaine à terme. Merci Christophe. On parlait d'innovation. Frédéric, est-ce que vous voulez nous dire quelques mots d'innovation ? Alors moi j'ai une seule diapo. Voilà. Hop. Ouais. Je vais la mettre en... J'ai essayé de résumer les idées que j'ai pour parler au nom du monde académique et de l'enseignement. Élever des insectes pour les consommer ou en faire des applications industrielles, c'est une innovation majeure. Et on a un déficit vraiment criant de connaissances, parce que le monde académique et puis l'enseignement se fait sur des insectes qui ne sont pas les insectes qu'on utilise pour la production. Et ces insectes-là sont très loin des insectes qu'on étudie habituellement, comme la drosophile, la blatte, etc. Donc je trouve que c'est extrêmement intéressant et ça nous interpelle, ça doit nous interpeller à ce propos. Et je pense que la communauté devrait se mobiliser pour répondre à ces attentes. Donc c'est des modèles biologiques qui sont nouveaux, mal connus. Il y a tout à inventer sur le plan des technologies d'élevage. La mécanisation, c'est quelque chose qui est apparemment un obstacle très grand. Et c'est aussi intéressant sur le plan des sciences sociales, parce qu'on est en train de changer de représentation. Les insectes, c'était considéré comme de la vermine jusqu'ici, et on est en train de dire à nos concitoyens, à nos frères, que en fait c'est bon. Et enfin, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, on va transformer une nouvelle espèce vivante. Et ça doit poser des questions éthiques. Et on n'a pas du tout abordé ces questions éthiques aujourd'hui. On n'en est pas là, mais bon, je pense qu'il faudrait s'y pencher. Enfin, il y a quelque chose que je viens de réaliser, c'est que si on utilise des insectes pour les élever, ils vont évoluer. Et on va les sélectionner. Et les insectes dont on parle aujourd'hui, ce n'est pas les insectes qui seront là demain, qui seront dans vos usines. Regardez l'exemple du chien, il a évolué, et il y a des chiens qui sont ridiculement petits et d'autres ridiculement gros, et c'est des races qui se comportent très différemment. Et donc il faut un peu penser à dans quelle direction on veut aller avec ces insectes. Donc c'est un enjeu qui est, à mon sens, mondial. C'est une nouvelle entreprise de domestication. C'est un nouveau modèle animal qu'on ne connaît pas très bien, avec de nombreuses espèces, et nos connaissances sont très en retard. Et les questions que je pose, c'est, sur le plan de la recherche, qu'est-ce que le monde académique peut faire, à quelles questions il doit répondre,
quelles sont les questions qui sont de l'ordre de l'industrie, quelles sont les questions de l'ordre du fondamental, qu'est-ce que le public doit financer, qu'est-ce que le privé doit financer, et puis comment répondre aux attentes du grand public et des politiques. Hein. La réglementation s'appuie sur des connaissances qu'on n'a pas finalement. Et donc il faudrait quand même mobiliser nos ressources pour acquérir des connaissances dans ce domaine. Enfin, en tant qu'enseignant, je me demande quels enseignements mettre en place. Hein. Il y a des demandes qui sont des demandes techniques, comment élever des insectes, comment mettre en place une unité de production, mais il y a aussi peut-être d'autres enseignements à mettre en place. Voilà, c'était ma diapo. Merci Frédéric, merci pour cette vision de perspective. Sandrine, est-ce que vous voulez ajouter un mot sur la filière avant qu'on... Oui, dans ce métro à la salle. On a travaillé sur la feuille de route des protéines avec l'ANIA qui a été présentée au ministère. Je voulais juste dire un mot sur une action qui a eu lieu, une association qui est née il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Protéines France. Protéines France qui a 3 axes de développement, c'est la R&D, l'investissement industriel et l'aide au développement de start-up. Et dans Protéines France, on a aussi un acteur industriel représentant les insectes. Pour l'instant, il y en a un, mais ça va peut-être changer, c'est Insect. Mais voilà, ça fait partie des grands enjeux parce que l'ambition de Protéines France, c'est de faire de la France un des leaders mondiaux au niveau des protéines. Et on pense qu'il y a la France a de vrais atouts, des atouts qu'il faut mettre en avant et qu'il faut exploiter. Alors, quelques points de vigilance très rapides. Alors, ça a déjà été dit auparavant, mais je vais peut-être en remettre une couche, c'est au niveau des substrats. Les consommateurs demandent de plus en plus de durabilité, je crois que c'est bien fait. Pour produire les substrats nécessaires aussi pour pouvoir élever ces insectes, il faudra remonter un petit peu à la source et puis voir au niveau de la production agricole. Par exemple, je vais prendre l'exemple des légumineuses. Les légumineuses ont des propriétés agronomiques intéressantes. Donc dans les rotations, il sera intéressant de pouvoir mettre en lumière toutes ces données-là pour pouvoir obtenir des coproduits qui sont utilisables pour qu'il n'y ait pas de compétition après, et qui entraîne une augmentation des prix de ces substrats, notamment pour la filière insectes. Là également, ça va être, Antoine l'a dit tout à l'heure avec le propos avec le PIF aussi, ça va être de pouvoir essayer au niveau de faire bouger la réglementation et puis d'obtenir des substrats un peu plus larges et plus variés, et notamment en termes de gaspillage aussi, parce que tous les chiffres au niveau du gaspillage alimentaire sont absolument alarmants. Ce sera peut-être une bonne façon de pouvoir valoriser aussi ce côté-là. Donc, et puis oui, éviter la compétition avec la méthanisation, et puis d'autres secteurs. Alors je crois que ça n'a pas été trop abordé aujourd'hui, mais effectivement il y a d'autres entreprises qui actuellement cherchent à valoriser, à trouver clairement des molécules de valeur ajoutée dans leurs coproduits. Donc si potentiellement dans ces coproduits on trouve des choses, ils seront peut-être redirigés après vers d'autres secteurs, d'autres marchés. C'est un point à ne pas négliger. La viabilité économique passe par la valorisation de l'ensemble de ces coproduits. Donc ça aussi, ça a été dit, mais selon le principe de bioraffinerie, c'est important, avec aussi à l'économie circulaire. J'ai entendu aussi tout à l'heure le terme de retour au sol. Oui, le retour au sol est également important. C'est toujours ces questions de durabilité. Et pour cela, je pense que là, pour le futur, peut-être pour Insectinov dans 3 ans, il y a l'étape de R&D aussi qui sera encore très importante en termes de connaissances de propriétés physico-chimiques et fonctionnelles de ces protéines pour pouvoir mieux les caractériser, mieux connaître ces fonctionnalités et adresser des marchés. Ça permettra de donner de la valeur ajoutée et d'adresser des marchés aussi divers que la santé, la pharmacie, etc. Enfin, de nouvelles perspectives. Dernier point que j'aborderai, c'est l'acceptation sociétale. Alors, on voit le consommateur s'ouvre de plus en plus à l'idée d'avoir des insectes d'une manière ou d'une autre qui rentrent dans son vie, dans son alimentation. Moi, je parlerai plus de l'acceptabilité au niveau des sites industriels, ça a été évoqué tout à l'heure. Je trouverais très dommage que
des élus, peut-être par manque d'information, tout simplement, par la méconnaissance de quelque chose qu'on ne connaît pas bien, en fait, qu'on ne maîtrise pas, refusent l'implantation de sites industriels et que ces sites soient obligés de se délocaliser ailleurs qu'en France. Je trouverais ça vraiment très dommage. Donc, une information auprès des élus de proximité également, de la population est importante à ce niveau-là pour voir en est ces sites chez nous. Et un autre petit dernier point, c'est au niveau des marchés. On a beaucoup parlé du taux de conversion des protéines, enfin pour les insectes, mais je crois qu'il est à peu près équivalent à celui du taux de conversion pour les poulets, par exemple. Donc il conviendra de bien, on ne va pas mettre en compétition, je pense, le poulet et puis les insectes. Ça serait peut-être un peu compliqué aussi d'un certain point de vue. Donc il convient de bien adresser les marchés et de faire attention à ce genre de choses. Mais je reste très positive et effectivement cette filière a totalement sa place dans la bioéconomie, dans les atouts de la France pour les protéines. Donc, voilà. Merci Sandrine. Merci à l'ensemble des participants. La parole est à vous. Vous pouvez interroger l'ensemble des intervenants, sans oublier bien sûr Philippe Public qui nous fait aussi l'honneur de faire partie de cette table ronde finale. N'hésitez pas, si vous n'avez pas de questions, moi j'en ai plein. Donc, Du coup, je vais commencer par une question provocatrice. On voit la différence de niveau de réglementation entre les pays. Donc, une tentation forte serait de dire, eh bien, je vais produire mes farines ici, ou mes farines ou mes insectes, les faire tester au Danemark par des consommateurs qui n'ont pas peur, les vendre dans un troisième pays européen, voire en Chine en fonction des coûts de production et autres. Si les Chinois veulent nous payer ça au prix de la farine de poisson, pourquoi pas. Est-ce que c'est complètement illusoire ou est-ce qu'il y a des possibilités avec la réglementation actuelle? Alors évidemment, la réglementation, c'est toujours une contrainte. La réglementation, en particulier la réglementation sanitaire, mais il faut quand même revenir à des réalités. Je pense que, je veux dire, c'est le coût effectivement d'une sécurité sanitaire dans notre pays. En revanche, l'Union européenne, c'est un marché unique, donc l'idée qu'il y ait des producteurs, des éleveurs d'insectes en France qui mettent, on a entendu effectivement tout à l'heure pendant la présentation de notre collègue, la personne qui vient du Danemark, là. Donc le Danemark a une vision, une interprétation plus on a envie de dire laxiste, nous en France, forcément, de cette réglementation européenne qui pourtant, pour notre part, ne prête pas à discussion. Bon, on sait qu'aujourd'hui, c'est discuté devant les tribunaux. Bon, on ne va pas revenir sur ces sujets-là, mais pourquoi pas, effectivement, élever des insectes en France et les envoyer, les mettre à mort et les envoyer pour une consommation au Danemark. Ce serait un peu dommage. Je pense que demain, on a des autorisations qui vont se faire au niveau européen, qui vont être facilitées, comme on l'a vu. L'avenir, c'est quand même que les autorisations soient données à des opérateurs en France qui vont déposer ces demandes pour une mise sur le marché, comme ils le souhaiteront sur l'ensemble de l'Union européenne. Vous avez une question là-bas au fond. Vous prévoyez l'autorisation à des nouvelles espèces d'insectes dans la réglementation pour l'aquaculture, et en particulier les Bombyx mori. Combien de temps il faut pour une réglementation comme ça? Alors, cette réponse, je ne sais pas si vous pourrez compléter. Vous pourrez peut-être compléter cette information, c'est quelquefois les opérateurs qui œuvrent au niveau européen ont plus d'informations que les administrations des pays. Effectivement, quand il a été question d'autoriser des insectes pour la production de farine d'insectes, donc de PAT, les fameux insectes d'élevage,
il a fallu définir un certain nombre d'espèces. Alors, 7 espèces ont été aujourd'hui autorisées, donc 2 espèces de mouches, 2 de ténébrions et 3 de grillons. Rien n'empêche, je pense, qu'il y ait d'autres espèces qui soient autorisées. Maintenant, ça passe par une autorisation, une évaluation. Donc, c'est une autorisation qui est faite par voie de vote donc, des États membres au sein du comité permanent, de la chaîne alimentaire des différents États membres de la Commission, qui travaillent avec la Commission européenne. Donc sur proposition de la Commission européenne et sur évaluation certainement de l'EFSA. Je ne sais pas si vous pouvez ajouter un complément. C'est des informations qu'on a, c'est ça, effectivement. Ça passerait d'abord par l'EFSA et puis on peut envisager. Par contre, on n'a aucune information aujourd'hui de savoir quelles sont les demandes exactes justement de cahier des charges, d'informations à fournir suffisantes pour prouver qu'une espèce est ne présente aucun risque sanitaire. C'est sûr qu'une espèce comme le Bombyx mori est tellement connue et aura sûrement beaucoup plus de facilité à avancer qu'une espèce nouvelle de blatte élevée dans un pays lointain. Aujourd'hui, on n'a pas les informations concrètes pour qu'est-ce qu'il y a des charges de monde. Et pour répondre à la l'information sur l'échelle quelles espèces sont aujourd'hui demandées, Non, mais la question était, est-ce que vous avez une idée de l'échelle du temps qu'il faudrait par rapport à ce qui s'est passé précédemment? Ça se compte en mois, en années, en décades? C'est un autre sujet, parce que là, c'est une nouvelle espèce. Là, on parlait d'une ouverture d'un marché qui était le marché de l'aquaculture. Donc, à la limite, on pourrait plus extrapoler sur un nouveau marché comme les volailles, mais par contre, une nouvelle espèce, on n'a aucun référentiel. Aujourd'hui, savoir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, comme on l'a dit, on manque beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances sur les insectes. Et je pense que c'est ça qui est qui sera le principal frein pour l'autorisation de toute nouvelle espèce. Après, donc, savoir si ça se compte en mois, en années, il faut déjà que la demande soit faite et étayée auprès de la Commission. Les 7 espèces retenues étaient celles les plus connues. Il y en a scientifiquement, et puis en termes d'élevage, il y en a une quinzaine vraiment élevées à une échelle significative dans le monde. Le Bombyx mori en fait partie. Il y en a d'autres qu'on a vu hier, comme le un peu fort en Afrique, en Asie du Sud-Est. Mais il y a quelques criquets aussi en Europe pour les nacs. Il n'y a pas non plus 36 autres espèces. Ici, il y a d'autres dossiers, souvent parmi ces espèces-là aussi bien connues déjà dans certains styles d'élevage. Tant qu'on est sur les extensions, une question qui n'a pas encore été posée mais qui a été abordée quand même, vous venez de le dire. En termes de perspective d'évolution et d'extension, quid de la possibilité de nourrir d'autres animaux demain et est-ce quelle échéance cela pourrait venir? Alors, comme je disais, quand on a voulu autoriser donc, ces insectes, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de projets pilotes, il y avait beaucoup de projets émergents, et que si on voulait donner, permettre disons, aux filières de se développer de façon industrielle, il fallait une autorisation rapide en alimentation animale, donc des farines d'insectes qui seraient produites à partir de ces élevages d'insectes. Et donc, ce qui a été autorisé tout de suite, ipso facto, ça a été l'aquaculture. Pourquoi l'aquaculture? Parce qu'aujourd'hui, l'aquaculture en Europe, en aquaculture sont déjà autorisées les farines de poisson, comme vous le savez, mais aussi les PAT qui proviennent de porc, de volailles. Donc il y a déjà beaucoup de produits d'origine animale qui ont été réautorisés dans cette filière. Or, vous savez, à chaque fois qu'on réautorise des protéines animales, des produits d'origine animale, on doit pouvoir contrôler qu'il n'y ait pas de fraude à l'utilisation d'autres produits. Donc aujourd'hui c'est facile en aquaculture parce que qu'est-ce qui est interdit en aquaculture? Ce sont les protéines animales qui proviendraient de ruminants. Et pour ça on fait un test ADN et on recherche les protéines de ruminants. Voilà, donc d'introduire des protéines d'insectes, c'était facile de pouvoir continuer de les contrôler. En revanche, si on devait les autoriser en volaille ou en porc, il faudrait pouvoir contrôler qu'on n'est pas en train de nourrir des volailles ou des porcs avec d'autres protéines animales que ces protéines d'insectes ou les protéines issues de poissons qui sont aujourd'hui les seules autorisées. Donc, vous savez, la question de réintroduire des PAT, des protéines animales transformées, donc de porc en volaille ou de volaille en porc, est une question, mais qui ne pourra se résoudre que quand on aura des tests en laboratoire qui permettront de différencier ces différentes espèces. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas ces tests qui sont fiabilisés, on ne peut pas réintroduire ces PAT, donc
pour les porcs et les volailles, que ce soit des farines d'insectes ou de PAT, porcs, volailles. Alors, j'en profite Donc, pour... je complète juste, c'est que les tests, alors la recherche est évidemment menée par les laboratoires de référence pour trouver des sondes fiables donc pour les recherches d'ADN de porc, ça c'est à peu près mis au point. En revanche, il y a des difficultés pour les sondes de volailles. Et donc aujourd'hui, c'est compliqué de faire la différence entre un muscle d'insecte ou un muscle de volaille ou de porc qui serait vu donc, volaille. Alors, je rebondis là-dessus parce que typiquement, ce que vous décrivez là, c'est un manque de connaissances. Si on doit attendre que les labos de référence inventent des choses, eh bien, on se focalise sur des gens qui n'ont pas la connaissance dans ce domaine, par rapport à ce que disait Frédéric, Marion-Paul. On ne mobilise qu'une toute petite fraction de la communauté. Donc, je me retourne vers BPI France au titre des financeurs en général. Est-ce qu'il est envisageable qu'il y ait une mobilisation de financement pour justement que ce type de connaissances très précises et avec une application directe puisse émerger parce que créer un nouveau test, je peux vous le dire par expérience parce qu'on en a fait, régulièrement ça ne vient pas du tout de l'endroit où on l'imaginait au départ, parce que c'est quelque chose, c'est de la rupture que vous demandez quelque part ou en partie de l'innovation. Au niveau des projets d'innovation, on a quelquefois dans les projets collaboratifs. Dans les projets collaboratifs, des partenariats entre entreprises et laboratoires, et les laboratoires qui apportent une connaissance académique, parfois ont un rôle de levée de verrou en développant un test. Parce que dans les projets qui portent sur l'alimentaire ou l'agriculture, ce sont des projets assez longs, de 5 à 6 ans. Et en même temps qu'on développe la technologie, les produits, les procédés, on doit aussi anticiper sur la réglementation. Donc il y a des dossiers à monter. Et pour alimenter ces dossiers, il peut y avoir aussi un travail de création de la connaissance académique qui va être transférée dans l'application réelle pour valider le dossier. Donc ça peut être un poste qui peut être financé. Et même qu'une entreprise créant des tests, je pense que Refin sur d'autres laboratoires de ce type-là, soient accompagnés pour développer les nouvelles technologies, des sondes pour identifier des produits et surtout répondre à la demande sociétale de traçabilité. Ça, c'est quelque chose qu'on voit apparaître dans beaucoup de projets, notamment aussi dans le traitement des données, big data et la blockchain qui sont appliquées maintenant dans la traçabilité alimentaire, où on va pouvoir certifier aux consommateurs que du champ jusqu'à la fourchette, tout a été suivi et tracé et qu'on n'aura pas de falsification, de fraude ou de corruption des produits. Et on évitera ainsi les problèmes qu'on travaille nos amis chinois avec le lait, la mélanine, puisque d'ailleurs ils viennent acheter du lait en Bretagne et ils installent des laiteries, des taux de séchage, et ils sont même intéressés par des produits, parce qu'à l'instar des insectes, on a développé une entreprise qui s'appelle Olmix, avec le projet Ulvance, qui a développé toute une filière sur la récupération au début d'un déchet qui était l'algue verte, qui pollue nos plages, et pour la transformer, parce que c'est un produit noble, l'Uva astuca, c'est une algue autorisée à l'alimentation humaine et animale, et ils en ont fait la base d'un cracking de molécules de macroalgues pour faire des aliments, enfin des éliciteurs pour les plantes, mais aussi des aliments pour les animaux domestiques, les animaux d'élevage de rente, et aussi pour l'homme, puisqu'ils ont fait plusieurs projets collaboratifs en créant une filière dans laquelle il y a en amont des collecteurs d'algues, des transformateurs de premier niveau, une entreprise qui va faire le cracking et la transformation de l'algue, et après la transporter chez des utilisateurs, par exemple Ghana pour les pet food, autrement il y a Olmix pour l'alimentation animale, puisqu'ils font des expérimentations avec l'ensemble de la filière, en prenant par exemple le poulet nourri aux algues sans antibiotiques. Donc on pourrait avoir le poulet nourri aux insectes sans antibiotiques éventuellement. Ça c'est des possibilités qui sont ouvertes. Et ce type de projet est fait à l'initiative des partenaires qui veulent s'en regrouper. On n'a pas d'initiative structurée pour l'instant sur ce type d'opération, mais il pourrait y avoir dans le cadre des concours le lancement d'un thème sur les concours nouvelles sondes de traçabilité et sécurité alimentaire. Et là, ça pourrait être financé. Merci Christian. Une intervention complémentaire par rapport à cette question, puis on va répondre en 2 questions. Donc voilà, Ali Marien, je fais partie du laboratoire justement de référence pour l'Union européenne pour les protéines animales. Juste pour répondre, donc, on a comme des connaissances. Alors, j'ai dit qu'en le faisant uniquement sur un nombre limité de laboratoires, on réduisait la probabilité de... Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la commission vous demande en fait les tests qu'elle veut mettre au point, en fait, on va dire comme ça.
Et en fait, on fait un appel aux laboratoires nationaux de référence pour avoir tous les tests qui sont développés, qui sont déjà développés. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une validation de ces tests. Donc le test ruminant a été validé, ça vient d'un laboratoire néerlandais. Ensuite, le test porc, en fait, ça vient du centre de recherche agronomique duquel je fais partie, Centre wallon de recherche agronomique. Et pour la volaille, là, il y a des tests ADN qui ont été faits, mais pas pour les 5 volailles qui sont reprises, mais plus pour poulet d'Inde, qui est à la fin de sa validation aussi. Le problème qui se pose pour la réintroduction de ces protéines animales pour le porc et pour la volaille, le problème c'est les ingrédients qui sont autorisés dans les aliments, comme le sang de porc qui est autorisé dans les produits, dans les aliments de porc. Et donc là, la trace ADN, il y en aura. Donc on ne sait pas faire la distinction entre les protéines animales et les protéines de sang qui sont autorisées. Donc le problème vient des produits autorisés en fait. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette précision qui laisse sceptique quand même. Nous avons 2 questions. Une, Madame Elena, je suis désolée, elle n'a pas pu vous plaire, mais néanmoins, ne pourrait-on considérer le frasse comme du vermicompost et non du lisier? Est-ce que c'est le cas? Madame a une réponse. Alors, comme je disais tout à l'heure, les déjections d'insectes, réglementairement parlant, on appelle ça du lisier. Le lisier, c'est donc une déjection animale, d'un animal d'élevage. Ça n'est pas du compost. Alors, le lombricompost, c'est un peu compliqué. Moi, je trouve on mélange un peu les sujets, puisque là, les lombrics, que je sache, ne sont pas des insectes. Donc voilà, donc on est quand même déjà hors sujet. Après, je veux dire que des personnes fassent du compostage de matière végétale ou animale, qui soit agréée à ce moment-là pour cette activité, et qu'après, une phase d'assainissement par une montée en température, on laisse refroidir le compost et on le donne à ce moment-là à des lombrics pour qu'il y ait une digestion, une finition du compost. Ça, c'est une activité, pourquoi pas. Mais je veux dire, qui au niveau réglementation sanitaire, ne nous regarde pas, puisque en amont, le compost les produits auront été compostés conformément à la réglementation et puis assainis. Donc, il n'est pas question ici l'idée de faire du lombricompostage avec des déchets crus, est interdit aujourd'hui. Donc je sais que certaines personnes le mettent sur le marché, mais pour autant c'est quelque chose qui n'est pas autorisé. Voilà. Et aujourd'hui, donc, les déjections d'insectes, on considère bien ça comme du lisier, comme une matière qui est crue, qui n'est pas transformée, qui est susceptible de transmettre, encore une fois, des dangers sanitaires. On sait qu'il y a des maladies qui peuvent être porteuses, d'autant plus qu'on sait que dans ce lisier d'insectes, on va avoir un mélange avec les matières premières qui auront pris le substrat qui aura servi à l'alimentation de ces insectes, qui sera plus ou moins digéré. Donc voilà, ce produit-là, il doit être assaini avant d'être mis sur le marché. Ou alors, il fait partie, l'élevage d'insectes, et on considère, faut s'imaginer que l'élevage d'insectes, nous on considère un peu comme un élevage de toute autre espèce animale, et donc dans le cadre de son plan d'épandage relatif aux installations classées, les déjections pourront être mises sur les terres qui seront dans le cadre du plan d'épandage. Et si on veut une mise sur le marché de ces produits, encore une fois, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, il faut les assainir, et c'est pas du tout comparable donc de ce lombricompostage et des déjections d'insectes qui ne sont pas, encore une fois, du compost. Qu'on peut composter, mais qui ne sont pas. Merci pour cette réponse et cette clarification de votre vision. Alors, au fond, il y a des questions. Attendez, je le montre. Ça va. J'ai un micro. Merci. Concernant les insectes pour la consommation humaine, c'est une question pour l'IPIF. Quelles sont les conditions et les critères de sélection pour avoir votre aide dans l'application? Et est-ce que les informations que vous avez sont accessibles pour toutes les entreprises ou pour tout le monde? Et à quel prix? Nous, on est là pour aider nos membres, donc il faut effectivement
devenir membre de l'IPIF pour avoir le soutien logistique et le travail qui est fait actuellement via la task force. Donc il y a différents types de membership, d'adhésion à l'association. Aujourd'hui, il y a des membres associés et je crois que c'est 1 250 € par an, et des membres ordinaires donc qui ont l'ensemble des droits de vote. Les membres associés n'ont pas de droit de vote dans la gouvernance. Les membres ordinaires, c'est en train de changer, je trouve que c'est 7 000 €. Je ne peux pas dire de bêtises, il y a une nouvelle assemblée générale qui doit valider les nouvelles fees pour l'année prochaine. On est à peu près à ce niveau-là. Donc aujourd'hui les membres de task force sont plutôt les membres ordinaires qui participent au task force, mais c'est plus ouvert. Voilà, donc c'est... Après, la formation est partagée, il y a quand même 2 niveaux d'information. Forcément, ceux qui sont les plus les membres permanents et ordinaires, et les membres associés ont un niveau d'information important, mais qui n'est pas évidemment aussi au même niveau que les membres ordinaires qui payent beaucoup plus, c'est normal. Mais si vous êtes membre associé, vous aurez accès à pas mal d'informations, invité à nos réunions. Clairement, il y a une réunion tous les 2 mois avec l'ensemble des membres, une réunion tous les mois avec que les membres ordinaires. Bon, donc vous êtes bienvenus et vous pouvez contacter notre secrétaire général, donc Christophe Derrien, qui est basé à Bruxelles, qui saura mieux vous répondre pour les aspects très pratiques. Merci. Gardez le micro parce qu'il y a une question sur laquelle vous avez peut-être un avis, une réponse. Y aurait-il un retour sur l'acceptabilité des insectes chez les pisciculteurs qui ont souvent des cahiers des charges lourds et stricts? Acceptabilité vis-à-vis des pisciculteurs. Alors, ça c'est autre chose. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est maintenant de faire nos preuves avec l'ouverture de la réglementation. Avant aussi de demander l'ouverture de tous les marchés, c'est clairement ce qu'attend la Commission, c'est de faire de vos preuves, c'est l'objectif notamment de guide de bonne pratique, c'est de montrer qu'on est acteurs crédibles et qui rentrons sur le marché, donc avec une commercialisation. Aujourd'hui, les produits devraient arriver sur le marché sous peu. Il est clair qu'avant la réglementation le bloquait. Donc une fois maintenant que le marché est ouvert, ça ne veut pas dire que ça se fait comme ça qu'on rentre sur le marché. Il faut des capacités de production, l'agriculture c'est un très gros marché, donc il faut avoir du financement, de l'investissement, et ces investissements-là ne seront pas du jour au lendemain. Déjà pour mobiliser les financements et ensuite pour construire les installations et les capacités. Donc c'est clair que je ne vois pas aujourd'hui de problème sur le marché là, donc c'est vrai que les retours des pisciculteurs, c'est difficile de les avoir tout de suite. Il y a des retours qui sont positifs en termes de perception générale, mais pas forcément... il y en a certains qui ont fait quelques tests particuliers dans le cadre de projets expérimentaux, hors de la chaîne alimentaire. Ce qui est clair, c'est qu'il y a après, il y a un cas très particulier de cahier des charges. En France, il y a un cahier des charges unique qui est mené par l'interprofession de l'agriculture qui s'appelle le CIPA, qui aujourd'hui interdit les protéines animales transformées, les PAT, qui intègrent donc les PAT d'insectes. Donc finalement, l'ouverture du marché européen, en fait, n'ouvre pas l'entièreté du marché français, donc 60 à 70% du marché français reste fermé aujourd'hui à cause de ce cahier des charges-là qui sont menés par l'interprofession, notamment par la grande distribution qui est à l'origine de ces cahiers des charges-là. Donc effectivement, il y a aussi une évolution supplémentaire à faire dans les cahiers des charges métiers spécifiques, notamment pour les distributeurs qui influencent l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on y travaille aujourd'hui à l'échelle nationale, en France, il y a des cahiers de charges similaires dans d'autres pays, comme en Italie, en Espagne, etc. Mais là, du coup, c'est moins au niveau de l'IPIF, parce que ce sont des cahiers des charges nationaux, et on n'a pas vraiment mandat aujourd'hui d'intervenir à ce niveau-là. Mais l'IPIF est un des membres dans tous les pays, aujourd'hui, essaie d'intervenir et d'avancer pour faire évoluer ces cahiers des charges, qui vont prendre encore un peu de temps. Mais l'aspect positif, c'est que c'est pas à 100%, il y a quand même une partie du marché qui est hors de ce cahier des charges unique, qui permet donc quand même de commercialiser donc dès que les financements et les capacités de production sont donc opérationnels pour le marché de l'agriculture.